Ce podcast est le fruit de recherches et de discussions libres sur des sujets liés à la culture pharmaceutique. Le but est de créer la conversation et d'en apprendre plus sur des sujets que nous pouvons voir au quotidien. Le contenu de ce podcast n'est pas destiné à remplacer un avis médical d'un professionnel, un diagnostic ou un traitement. En cas de doute, consultez votre médecin ou demandez à votre pharmacien. Bonne écoute. L'Académie présente les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Un podcast produit par l'Académie de la qualité efficace. Découvrez avec nous les découvertes qui ont révolutionné notre monde et qui façonneront notre futur. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9 des cahiers de vacances de l'Académie. Alors aujourd'hui, je suis avec Romain. Romain, comment ça va ? Ça va très bien toujours. Ça va très bien toujours. Et Chloé. Chloé, en forme ? Ça va aussi, oui, ça va. Top. T'as bien préparé ton dossier ? Oui. T'as bien lu ? Oui. Est-ce qu'à Bien cause sûr, de problèmes de temps, Internet était cassé chez moi, du coup on enregistre avec un jour de retard, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est à moi de commencer aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une découverte qui nous a probablement tous un jour sauvé la vie. Rien que Pas ça. pour toi. Oui, je vais parler pour moi en tout cas. Je vais parler de la découverte des pénicillines. Alors pour satisfaire notre ami chimiste, la pénicilline fait partie des bêta-lactamines. C'est un cycle composé de 3 carbones et d'un azote, donc c'est un carré, et d'une fonction cétone sur un des coins. Et pour nos amis, pharmacologues ou bactériologistes, ça fait les pénicillines provoquent une inhibition de l'activité de la transpeptidase. Donc c'est une enzyme bactérienne qui est impliquée dans la synthèse du peptidoglycane, qui est une partie de l'enveloppe, qui est l'une des enveloppes de la paroi bactérienne. Et donc sans cette paroi bactérienne, du coup, elles font rien. Enfin, elles meurent. Et donc, je sais pas, vous avez certainement entendu que les pénicillines, ça a donné suite à plein d'antibiotiques. Donc comme le clamoxyl, l'amoxicilline, l'augmentin, l'augmentin, donc c'est l'amoxicilline combinée avec l'acide clavulamique. Les céphalosporines, donc par exemple, vous avez peut-être déjà pris Oroken, qui est le céfixime, céfuroxime, qui est Zinat, et la cefpodoxine, je sais plus ce que c'est, Orelox, je crois. Orelox. Vous connaissez Orelox ? Ok, ça fait du name dropping quoi. Voilà. Non mais ouais, en gros, tous les antibiotiques de la famille des bêta-lactames ont pour ancêtre les pénicillines qui ont été utilisées pendant encore très longtemps et qui sont peut-être encore utilisées aujourd'hui. Enfin, en tout cas, jusque dans les années 2000 facile quoi. D'accord. Et du coup, comme je le disais, ça nous a peut-être tous sauvé la vie, car si vous posez la question, avez-vous un jour eu une maladie ou même subi une opération une opération qui aurait potentiellement été fatale dans le passé, et par le passé, j'entends, 1900 quoi. J'ai Moi, cru que par t'allais exemple, me demander si on avait déjà eu des MST. Voilà, on a progressé sur d'autres domaines pour les MST, donc c'est pas trop grave, mais par exemple, moi j'ai une pneumonie quand j'avais 12-13 ans, dans les années 1900, il y a de grandes chances que j'y serais passé quoi. Ouais. Donc Moi, on m'a enlevé les amygdales, mais c'est tout. Ça. Bon, il serait peut-être arrivé alors. Ouais, t'as jamais eu d'opération ou de maladie qui aurait potentiellement pu te tuer quoi. Non, moi non. Hein. Une tuberculose ou... Non, je réfléchis. Ni la tuberculose, ni le tétanos. Tuberculose. Heureusement, on va toucher du bois là parce que. Après, on est vacciné contre tous ces trucs-là. Une petite coqueluche. Bon, une petite coqueluche, ouais. Non, mais on est vacciné. Bon, bref. Passons. En tout cas, moi, ça m'a sauvé. Alors voilà. Je suis assez content. Mais bon, attends. Romain, toi qui fais du potager, tu vas voir la suite. Alors, passons à Fleming, qui est bien sûr l'homme qui a découvert la bête. Donc Fleming, lui, il travaillait. Il a fait la Première Guerre mondiale.
Et pendant la Première Guerre mondiale, du coup, il a été globalement un peu traumatisé par tous les blessés de guerre et tout ça. Et du coup, il a remarqué avec exactitude que quand tu utilisais des antiseptiques, ça travaille très bien sur la peau, mais par contre, c'est en surface quoi. Mais par contre, quand tu les utilises sur des blessures plutôt profondes, et du coup, ça paraît, donc là où il y a souvent tendance à abriter des bactéries anaérobies, donc c'est des bactéries qui n'ont pas besoin d'air pour se développer, d'oxygène. Et du coup, là, du coup, les antiseptiques, ils paraissent faire pire que la blessure et ils finissent globalement plus rapidement les malades que si on n'en avait pas mis quoi. Parce qu'en fait, basiquement, ça a l'air de tuer un peu les agents bénéfiques qui auraient pu provoquer une amélioration du patient quoi. Ah oui, d'accord. Donc en 1928, Alexander Fleming, qui est comme je l'ai dit un microbiologiste écossais, il travaille à l'Institut Pasteur de Londres. Un petit coucou à Pasteur qu'on a vu dans un épisode précédent. Et il est en train d'étudier des bactéries pathogènes responsables d'infections chez des patients. Et notamment l'activité du lysosome, qui est en fait un antibiotique naturel qui est présent dans la salive, peut-être pas la salive, mais en tout cas dans les larmes, dans la morve, et dans tous ces trucs-là, qui est un antibiotique naturel qui détruit un peu les bactéries aussi. Donc il travaille un peu là-dessus. Et après il y a j'ai lu plein de textes sur sa vie et enfin sur ce moment-là et en fait tu découvres que personne sait vraiment, mais en gros c'est un mec qui est un peu bordélique, tu vois, donc il a tendance à tout laisser en bordel. Il y en a qui disent qu'il est parti en vacances, qu'il est revenu, il y en a qui disent que en fait c'est son voisin de paillasse qui travaillait salement aussi. Bref, pendant son travail, il remarque que des cultures de bactéries de staphylocoque avaient été contaminées par des moisissures du genre Penicillium, qui était effectivement le sujet d'étude de son voisin de paillasse, qui étudiait ça pour comme quoi ça provoquait des crises d'asthme. Voilà. Et il note que autour des colonies de moisissures, les bactéries ne poussent pas. Et ça forme ainsi une espèce de petite zone d'inhibition. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait des cultures bactériennes, mais voilà, sur la boîte de pétri, du coup, quand on a tous un frigo. Voilà. Et du coup, il y a une petite zone claire entre les colonies de champignons Penicillium et des bactéries. Et donc, les bactéries poussent pas là-dedans. Un petit aparté là-dessus. D'abord, donc Fleming commence à étudier de plus près la moisissure et à isoler la substance, c'est ça qui est très important, qui semblait inhiber la croissance bactérienne. Et il identifie cette substance comme étant la pénicilline, donc c'est lui qui lui donne son nom. Donc qui dérive du nom de la moisissure, le Penicillium. Petit aparté là-dessus, il faut savoir que plusieurs personnes avaient déjà remarqué ça avant lui, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà remarqué que les champignons inhibaient la croissance bactérienne, comme dans la médecine traditionnelle orientale russe, où on utilise des moisissures pour traiter des plaies, des chevaux, des trucs comme ça. Et Pasteur, lui aussi, avait remarqué ça. Et un mec qui s'appelait Ernest Duchesne, un Français, qui a fait sa thèse de médecine sur le sujet et qui a pas eu de chance parce que globalement, il avait remarqué que fallait un peu continuer là-dessus. Donc, c'était 35 ans avant Fleming, hein. Donc, Fleming, c'est en 28 ou quelque chose comme ça. Merde, c'est le truc le plus important du machin et je l'ai pas noté, tu vois. Bref, c'est vers les années 20-30 quoi. Yes. Et du coup, Ernest Duchesne, lui, 35 ans avant, il avait remarqué ça, il a fait sa thèse de médecine là-dessus, il avait dit punaise, il faudrait creuser, c'est hyper intéressant et je suis quasiment sûr qu'on peut en avoir ça peut faire une découverte quoi, parce que le pénicillium c'est pas nocif pour l'homme. Il faut savoir que les champignons pénicillium c'est présent dans le fromage, dans partout, on peut les utiliser, ça a été injecté, enfin bref, c'est pas trop dangereux quoi. Et donc mais bon, la communauté, lui pareil, il était un peu réservé, la communauté scientifique était pas forcément prête pour la découverte, enfin bref, c'est un peu tombé dans l'oubli. Et donc pas de chance pour lui, hein. Il a pas eu le prix Nobel, c'est-à-dire que Fleming, lui, a eu un prix Nobel. Mais bon, il n'a pas réussi à faire la sérendipité comme tous les autres avant, mais donc lui, c'est donc ce bon vieux Fleming qui, je crois que ça doit être un des exemples les plus frappants de sérendipité où un truc qu'on observe par hasard, on arrive à profiter de ces hasards pour faire une grosse découverte.
Ça et l'aspartame, quoi. Voilà. Ah, c'est sucré. Le micro-ondes. On pourrait faire un dossier sur le micro-ondes et l'aspartame, ça serait intéressant, je pense. Dans les bonus. Dans les bonus, ouais. Un petit, peut-être à la fin de la saison, on fera ça. À la rentrée. Voilà. Du coup, le Fleming là, il utilise, il regarde un peu l'activité de la pénicilline et il voit que c'est très actif sur les streptocoques et tous les pathogènes gram-positifs. Donc, c'est-à-dire la scarlatine, la pneumonie, la méningite et la diphtérie. Donc, c'est encore une fois, c'est une name dropping de ouf dans les maladies qui tuent. Et donc, c'est des résultats prometteurs qui encouragent Fleming à poursuivre ses recherches. Cependant, il rencontre des difficultés à isoler cette fameuse pénicilline, surtout en quantité en grosse quantité, pour faire des essais cliniques chez l'homme. Donc là, il continue un peu, ça le travaille quand même, mais il garde un peu ça sous le coude. Mais donc là, pendant une douzaine d'années, il essaie de convaincre des chimistes de partout de l'aider à synthétiser ça. Mais c'est que donc tous ces travaux sur la pénicilline sont ralentis jusqu'à ce que Howard Florey, Ernest Boris Chain et Norman Hitley à l'université d'Oxford reprennent les choses en main. Donc c'est en 39, donc c'est à l'aube de c'est pas l'aube, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est un peu chaud au niveau des blessés. Et donc cette équipe de chercheurs, elle prend les choses en main et donc chacun d'eux, donc Florey et Chain surtout, ils font des efforts de ouf et grâce à un effort d'équipe, et du coup, la pénicilline est isolée à l'état pur et produite en quantité suffisante pour des essais cliniques en 1941. Donc assez rapidement quand même. Hein. Donc ils avaient une grosse équipe et c'est une grosse partie du labo qui est efficace. Ouais. Tout le monde a bossé un peu sur le sujet et donc les premiers essais cliniques sur la pénicilline furent réalisés avec succès sur un patient atteint de septicémie. Donc une septicémie, en gros, c'est une infection généralisée qui s'appelait Albert Alexander, qui s'était griffé au visage avec des épines d'une rose. Il y a des blessés de guerre partout. Il y a un gars qui se griffe avec des roses. C'était un mec du coin, quoi. Enfin, je sais pas. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand même le mec est, du coup, qui montra des signes spectaculaires d'amélioration après avoir reçu le traitement, mais comme il n'y avait pas assez de pénicilline, il est mort 5 jours plus tard. Pas de chance. Oh la vache. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, avant qu'il y ait des antibiotiques comme ça, il faut savoir que, tu te blessais un peu au visage avec une rose et puis tu pouvais claquer, plus tard. Voilà, c'est quand même dingue, quoi. Bref, en mai 1943, Florey et son équipe reçoivent assez de pénicilline pour faire des essais cliniques britanniques et ils se rendent à Alger où ils trouvent les troupes alliées afin de procéder à des injections. Et là, c'est la folie, ça marche de ouf. Donc Fleming, lui, reste modeste par rapport à sa participation à la découverte, mais quand même, parce que du coup, lui, il a dit ouais, c'est quand même les autres qui ont réussi à le synthétiser et faire tout ça, mais c'est quand même lui qui a été le premier à isoler la substance active, qui lui a donné son nom et qui l'a conservé dans le frigo, qu'il a continué à faire multiplier la source originale pendant 12 ans, l'envoyer des chimistes partout pour que du coup ça puisse être pour qu'on puisse continuer à pouvoir tenter de trouver un truc. Et donc, et pour que finalement en 40 on puisse la produire en masse, quoi. Et donc suite aux essais cliniques, la production de pénicilline part pleine balle aux États-Unis. Et donc, des chercheurs et des entreprises pharmaceutiques se mobilisent. Et en 1942, donc les essais cliniques en 40, 41, 42, quoi. Eli Lilly, donc c'est un labo pharmaceutique assez grand, hein, dans l'Indiana, produit 40 milliards d'unités de pénicilline par mois dans ses réservoirs de 50 000 litres. Ils y sont pas avec le dos de la cuillère. C'est ce qui est marqué. Après, ouais. Donc dans les années, pendant la guerre, ils ont chié de la dose à fond, quoi. Vache. Donc en résumé, la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming a ouvert la voie à l'ère des antibiotiques. Je vais y revenir dans un instant. Et grâce aux efforts des chercheurs, la pénicilline fut produite à grande échelle et devint un traitement essentiel. On va voir dans un instant. Et du coup, ça a ouvert la voie à l'ère de l'antibiotique. Et donc, ils ont tous reçu, non, pas tous, ils ont tous reçu un prix Nobel de médecine, physiologie ou médecine. Donc, Florey, Chain et Fleming
en 1945. Donc pour dire, c'était assez rapide derrière. Finalement, quand on fait la découverte, quand on fait le truc en 40 et qu'en 45 on a le prix Nobel, c'est que les mecs se sont dit putain ouais, c'est fort. Ouais. Donc la découverte de la pénicilline a eu un effet profond sur l'espérance de vie humaine. Et donc l'avènement des antibiotiques, c'est parce que faut savoir qu'avant les antibiotiques, les infections bactériennes graves représentaient une menace mortelle sérieuse. Donc, par exemple, notamment, donc les pénicillines avant, donc des infections comme la pneumonie, la méningite, la septicémie, la gangrène. Donc c'était quasiment à chaque fois mortel. Enfin, ou alors fallait avoir pas mal de chance. Et il y avait aucun traitement pour les combattre avant la pénicilline. Pareil, à la suite des infections post-chirurgicales, tu sais, avant tu faisais un peu de la chirurgie, une fois que si jamais ton problème était résolu avec la chirurgie, t'avais quand même des chances d'y passer après. Donc les antibiotiques ont réussi quand même à améliorer le pronostic vital améliorer le pronostic vital des post-opératoires. Pareil sur le contrôle des épidémies infectieuses. Donc t'avais à l'époque t'avais la tuberculose, c'était même si c'est pas devenu traitement de référence, mais bon, ça a permis quand même de contrôler la tuberculose, qui était parfois d'autres maladies du coup d'épidémie quoi. Et enfin, comme on l'attendait depuis un moment, le traitement des maladies vénériennes, les antibiotiques ont été utilisés à plus que de raison pour le traitement de la syphilis, la gonorrhée. Et ça a contribué finalement à réduire leur prévalence dans la population. Il y avait quand même quelques traitements dont on a vu dans les épisodes précédents, mais rien d'aussi efficace que ça, quoi. Alors tout ça, et quand même, faut faire attention quand même, parce que même si les antibiotiques, comme on les a vus, c'est quand même vachement bien de les avoir. Il faut une utilisation inappropriée ou excessive peut entraîner la résistance aux antibiotiques, qui est une préoccupation majeure dans le domaine de la santé publique. J'en avais déjà parlé dans un épisode de GM Podcast, de Good Manufacturing Podcast, en introduction. C'est vraiment un sujet de préoccupation majeure, c'est-à-dire que si jamais il y a des bactéries qui commencent à être multirésistantes à tous les antibiotiques, on se retrouve dans le cadre où on n'avait plus, au final, on n'avait pas encore les antibiotiques. Et donc on en revient à se faire buter par des rosiers, quoi. On en revient à se faire buter par des rosiers. Donc et ça, ce qui est très intéressant, c'est que Fleming l'avait compris dès le départ et il avait fait des discours à travers le monde pour dire pour recommander l'utilisation correcte de la pénicilline, donc ne pas l'utiliser sans raison, pas hors diagnostic, ni jamais trop peu, ni trop long, car c'est ça qui déclenche les résistances aux bactéries et antibiotiques. Donc Fleming était vraiment, franchement, Fleming ça avait l'air d'être vraiment un mec solide, quoi. Un mec, ça de quoi il parlait, quoi. Ouais, non, franchement, et du coup, ce qui est assez intéressant, il y a deux faits assez intéressants avec Fleming, c'est qu'il a pris la direction de l'institut Fleming de son vivant en 1947. Donc, c'est quand même assez rare de pouvoir avoir une institution à son nom de son vivant et d'être dirigeant de ça. Et aussi, il avait un passe-temps, c'était la peinture à la bactérie. Donc en fait, il y a des bactéries. Il faut savoir qu'il y a certaines bactéries qui sont naturellement pigmentées, et donc il avait des cultures de différentes bactéries qui font des cultures pigmentées. Et donc il dessinait, et donc c'était invisible quand il dessinait ces trucs. Après il les mettait incubés, et hop, les couleurs révélaient son dessin un peu plus. Après quoi. Donc je sais pas si c'était un énorme passe-temps, mais il a dû le faire plusieurs fois. Bâton, et puis... Il a peut-être fait 1 ou 2 fois pour déconner. Mais bon, c'est resté dans l'histoire quand même. Donc voilà. Si tu touchais la toile, tu chopais la ch'touille. Touchez pas. Là, pour le coup, dans les musées, ne pas toucher prenait tout son sens. Ne pas tousser dessus. Voilà, je sais pas si vous avez... Ne pas lécher l'art. Je crois que ça marche pour tout. Voilà, je sais pas si vous avez des questions sur ce bon vieux Fleming. Non, ouais, moi je regardais de quoi il était mort justement, s'il était mort d'une maladie. Je pense qu'il est mort d'un cancer parce que c'est un gros fumeur. Non, là il y a marqué crise cardiaque à l'âge de 73 ans. Ça compte. C'est à cause du tabac. Donc il y a un truc. Ouais. Il y a un truc marrant sur sa page Wikipédia, c'est qu'il y a une photo de lui qui est, on dirait c'est une photo de maintenant. Elle est en qualité de malade et elle est colorisée.
et on dirait que tu vois, et tu peux le voir sur, on dirait que c'est un pote. Enfin voilà, c'est tout pour moi sur ce dossier Très pénicilline. intéressant. Très intéressant, oui. Allez, merci beaucoup à tous de nous suivre et à bientôt pour un prochain épisode de l'histoire de la pharmacie. Salut. Oui, salut. C'était les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Au revoir.